Bonjour, bienvenue à ce module de cours qui porte sur l'analyse de l'amplificateur Cascode. On est vers la fin du cours, on est rendu au stade de combiner plusieurs transistors en même temps à l'intérieur d'une structure d'amplification et cette configuration que l'on va voir est une des plus intéressantes qu'on analyse dans le cours parce qu'elle combine des avantages de plusieurs configurations en même temps. Aussi, c'est une analyse qui, comme vous allez le voir, est assez complexe et c'est probablement une des choses les plus complexes qu'on fait à l'intérieur du cours ici. Donc, c'est un beau point final, si vous voulez, l'édifice théorique qu'on voit dans ce cours d'électronique de base. Donc, et l'amplificateur cascode qu'on va regarder, il est constitué avec des MOS. Et bien sûr, on peut faire la même chose avec des bipolaires, puis on peut faire aussi la même chose en combinant des MOS et des bipolaires dans une structure qui est hybride. Donc, et à la fin de ce cours, on va aussi, en fait, dans ce cours, on va aussi faire une analyse fréquentielle de l'amplificateur cascode. En fait, le plus grand avantage du cascode, c'est qu'il permet de ménager la chèvre et le chou, à savoir d'avoir un grand gain et une grande bande passante, ce qui normalement est mutuellement exclusif avec les configurations à un seul transistor. D'habitude, le gain s'oppose à la bande passante. Quand on a un grand gain, la bande passante chute en même temps avec un produit gain-largeur de bande qui est essentiellement fixe et la structure cascode permet de découpler les deux. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va démontrer. Maintenant, comme vous allez le voir, il faut travailler un peu pour arriver à ces résultats-là. Donc, sans plus tarder, attaquons le module. Donc, voici ici la configuration dite cascode. Et dans une configuration cascode, le signal va entrer sur un premier transistor Q1 qui est en configuration sur source commune et la sortie du drain de Q1 va attaquer la source de Q2, Q2 qui est lui en configuration grille commune. Donc la combinaison d'une source commune qui attaque un drain commun, ça vous donne ce qu'on appelle une configuration cascode. De la même manière, comme je l'ai répété à plusieurs reprises dans le cours, prenez Q1, remplacez-le par un NPN, prenez Q2, remplacez-le par un NPN, ça va vous donner un cascode basé sur des bipolaires. Si vous avez Q1 qui est un MOS et Q2 qui est un NPN, ça va vous donner un cascode hybride qui peut receler des avantages encore plus grands que ce qu'on va analyser dans le cadre du module de cours. On ne le fera pas au long. C'est quelque chose en fait, qu'on va faire au laboratoire, mais qu'on ne fera pas au long ici dans l'analyse théorique. Donc, si on se résume, l'amplificateur est formé d'un étage source commune à l'entrée. Les R-in et R-out sont comparables aux valeurs obtenues par un ampli source commune. Le gain en tension est plus élevé et la fréquence de coupure est plus haute, c'est ce qu'on va montrer, que l'ampli source commune quand il y a un gain significatif. Et ça a des applications multiples, notamment quand on peut faire des amplificateurs qui fonctionnent dans les radiofréquences. Et donc, comme je l'ai dit, ça peut être réalisé avec des MOS et avec des BJT, et c'est une configuration qui est avantageuse. Puis aussi, dans le cadre du cours, c'est un peu la symphonie qui nous permet de mettre ensemble tout l'édifice théorique qu'on développe depuis le début du cours, avec le modèle petit signal, des transistors, le théorème de Miller, les analyses fréquentielles, le gain en mi-bande et tout ce que vous voulez. Donc, essentiellement, on rassemble tout à l'intérieur de ce module de cours aujourd'hui. Donc, le principe de fonctionnement, c'est que vous avez un signal V1 à l'entrée qui produit une variation du courant ID1 qui est proportionnelle à la tension que vous avez sur V1. Donc, la tension V1 produit un courant. L'étage gris commune agit comme un suiveur de courant. La variation de courant ID1 au drain de Q1 est reproduite au drain de Q2 et elle est injectée dans ce cas de figure-ci dans une source de courant qui a une valeur
d'impédance de sortie élevée. Donc, si vous injectez un courant à l'intérieur d'une source de courant, forcément, ça va avoir tendance à vous donner un grand gain. Donc, c'est pour ça qu'on obtient un gain, on peut obtenir un gain important avec une configuration cascode. Donc, la tension, une propriété importante de ce montage, c'est que la tension au drain de Q1 varie peu. Donc, il ne se passe pas grand-chose parce que, étant donné que Q2 est un suiveur et que ici c'est une grille commune, configuration grille commune, ben, essentiellement en signal, ça ne bouge pas à la grille de Q2. Et comme ça ne bouge pas à la grille de Q2 puis que le courant change, le courant est proche du courant de repos, donc le courant ne change pas énormément à l'intérieur du montage. Ça dépend bien sûr de l'amplitude du signal. Mais si on est un petit signal aux radiofréquences, donc le courant dans Q2 ne change pas énormément. Donc si le courant ne change pas énormément, la tension à la source de Q2 ne change pas beaucoup. Donc la tension à la source de Q2, c'est la tension drain de Q1, ce qui fait que le VGD de Q1 ne change pas beaucoup. Donc, en conséquence, quand on va arriver pour faire l'effet Miller, on va voir que le CGD1, il n'est pas multiplié par grand-chose. Donc, à ce moment-là, l'effet qui venait massacrer, si vous voulez, la réponse en fréquence à haute fréquence, quand vous avez un grand gain qui venait multiplier le CGD1, bien, cet effet-là va être atténué, il va disparaître. Donc, la capacité parasite CGD de Q1 n'est pas multipliée par un gain de tension important par effet Miller. Et donc, la composante, et puis aussi la composante de Zedin, et l'impact de la, si vous voulez, de la pôle qui pourrait dominer à l'entrée s'en trouve réduite. Et le passe-bas formé par la capacité d'entrée, la résistance thévenin de la source, donne une fréquence de coupure qui est plus haute, d'où l'intérêt du cascode pour donner un gain substantiel sans se faire massacrer la réponse en fréquence. On poursuit l'analyse. Donc, évidemment, toute configuration de transistor, il faut d'abord la polariser. Donc, si on ne polarise pas, ça ne fonctionne pas. Comment on polarise ça? Bien, on applique une tension continue à l'entrée VI. Donc, si on a une tension positive à l'entrée VI, celle-ci doit respecter la tension VGS1 imposée par la source de courant. Donc, j'ai une source de courant ici. Avec la source de courant, avec une certaine tension, vous allez avoir des conditions d'opération pour chacun des deux transistors et il faut donc choisir une tension de polarisation telle que vos deux transistors Q1 et Q2 soient dans le mode triode, sinon ça n'amplifie pas, ça ne fonctionne pas bien. Donc la tension de polarisation, le V-bias, donc la tension de polarisation qui est ici, doit être choisie correctement aussi, afin d'assurer que les deux transistors soient dans leur région de saturation, et donc que la source de courant soit bien polarisée et que les excursions, les signaux alternatifs que je vais avoir en sortie, que ça se passe bien, que ça vienne pas, que les amplificateurs ne viennent pas saturer, que les signaux de sortie ne viennent pas saturer. Donc, l'analyse de l'amplificateur cascode, par où on commence? Donc là, bien sûr, on ne fait pas l'analyse détaillée de la polarisation. On va faire un exemple un peu plus tard dans le module court, un exemple numérique, mais essentiellement, ça consiste à vérifier les conditions qui sont énoncées là en choisissant des tensions appropriées que vous pouvez venir imposer avec des réseaux résistifs ou des sources sous la forme qui vous convient. Donc, on commence l'analyse et dans cette analyse du cascode, il y a une expression importante à laquelle on veut arriver, mais commençons. La résistance d'entrée de ce montage, ben, c'est la résistance d'entrée du MOS et dépendant de la source que l'on a, si la source est 50 ohms ou par exemple une ligne de transmission, ou si la source est un microphone qui a une impédance de sortie de quelques kilo-ohms face aux dizaines de mégaohms, centaines de mégaohms que représente l'impédance d'entrée du transistor, on peut considérer que le transistor
porte une impédance d'entrée qui est essentiellement infinie. Donc l'impédance d'entrée du montage est très élevée, voire infinie dans une configuration comme celle qui est montrée. Infinie étant le 10 exposant 12, 13, 14 pour un vrai transistor. Donc la résistance de sortie est principalement limitée par le courant de sortie et donc on va vouloir trouver la résistance de sortie. Là, faites bien attention, on va faire un genre d'analyse que vous avez essentiellement jamais vu. On va appliquer un truc commun. Vous avez vu des notions de base qui permettent de le faire, mais vous n'avez jamais fait ça à l'intérieur d'un problème. Donc, ça pourrait très facilement vous désarçonner. Donc, si on regarde vu de la sortie, faire une analyse de l'impédance de sortie de ce montage, bien, on peut dire que c'est l'impédance de sortie de cette branche en parallèle avec l'impédance de sortie de cette branche. Et pour trouver l'impédance de sortie vue de V0, la technique classique que l'on communique, que l'on utilise depuis le tout premier cours et qui vous vient du cours de circuit, c'est de dire, imaginons que j'impose un signal à V0 et que je tue les autres sources indépendantes dans le montage. Donc, si je tue les autres sources indépendantes dans le montage, Vin devient égal à 0. Et que se passe-t-il si Vin est égal à 0? Ben, Gm1 fois Vg1, c'est 0. Donc, cette source de courant, elle est bloquée. Si Vi est égal à 0, Vg1 en signal est égal à 0, Gm-Vgi est égal à 0. Donc, une source de courant dans laquelle il ne passe pas de courant, ben, ça a une impédance de sortie infinie. Mais bien sûr, c'est un vrai transistor. Donc, on va tenir compte du fait que ce vrai transistor a une impédance de sortie de R01. Là, on a analysé cette branche-là. Pour ce segment-là, ce qu'on va faire, ben, on va faire une conversion Norton équivalent à Thevenin équivalent. Sans perte de généralité, ça vient de votre cours de circuit. Un circuit dit Norton équivalent peut toujours être remplacé par un Thevenin équivalent en transformant la source de courant qui est ici par une source de tension série avec la résistance qui a une valeur R02 fois Gm2 VD1. Donc, si vous faites ça, donc ça vous donne et ce que ça va vous donner, c'est une résistance ici qui va sortir avec un comportement de type Gm2 R02 R01. Ça se passe parce que si vous injectez ici une tension, vous injectez une tension, vous avez tué ici, mais il y a quand même une chute qui va se pointer dans R01. Et la chute qui va se pointer dans R01, elle provient de Vout. Et V, la chute que vous avez ici, va devenir D1. Et le D1, quand vous allez vouloir savoir c'est quoi mon VGD, ben, ça vous donne donc cette source ici, là, moins GMVD1. Pourquoi? Parce que VGS2, c'est moins VD1. Donc, si VGS2, c'est moins VD1, la source devient donc moins GM2 VD1. Et si vous donc avez cette source de tension que vous mettez ici, qui est de R02 fois GM2 VD1, vous la mettez ici en série, et là, vous vous demandez, vous appliquez une tension Vout, vous écrivez l'équation, et ça sort tout de suite. Si on écrit une expression pour cette branche, où il y a R01 en série avec R02, en série avec une source de tension de valeur R02 GM2 VD1. Donc, je vais l'écrire parce que ça commence probablement à voler de façon un peu trop abstraite pour vous. Donc, c'est R02. Oups, la couleur n'est pas très bonne.
Je vais changer de couleur, prendre le temps d'investir pour changer de couleur, faire quelque chose de plus visible. Tiens, ça devrait être beau. Donc, si je m'en viens ici, donc si j'ai R02, R02 fois GM2 fois VD1. Et c'est une source de tension qui est plus-moins et qui est essentiellement, si vous imposez une, tension V out et vous écrivez le courant, vous allez dire que c'est V out moins, je vais prendre le temps de l'écrire là, je vais dire c'est V out moins R02 GM2 VD1. Puis là, si vous ne voulez pas vous perdre complètement, on va mettre une petite parenthèse comme ça. Petite parenthèse comme ça. Moins, moins. Donc ça, c'est la tension où on est. Moins R02, R02. Je fais parenthèse comme ça. R02 plus R01. R01. Fermer la parenthèse. Fois VD1. Excusez-moi, ID1. ID1. Donc, je vais avoir un courant ID1 dans la branche. Le courant ID1 va passer dans R02 et dans R01. Il va générer une chute R02 plus R01 fois ID1. Et en faisant ça, il va créer une tension VD1. Et cette tension VD1, la source de courant du Norton équivalent. Donc, quand je passe à un Norton équivalent, donc je vais juste prendre le temps de le faire, le Norton équivalent, j'enlève ça, je mets une source de tension ici, mon Norton équivalent. Pardon, je passe du Norton équivalent au Thevenin équivalent, donc c'est une autre de vos merveilleuses équivalences du cours de circuit que vous devriez connaître par cœur, mais que vous avez peut-être pas pratiqué une fois depuis le début du cours, donc vous l'avez bien sûr oublié profondément dans les méandres de votre cerveau. Donc, on remplace le Norton équivalent par un Thevenin équivalent. Le Thevenin équivalent a cette tension. Et là, c'est ce que je viens d'écrire. Je pars d'ici et je descends la branche. Et dans cette branche-là, il y a V0 moins R02. R02, pourquoi je comme ça, là? Pardon, R01, j'ai fait une erreur, j'ai fait un lapsus. Je me corrige. Je me corrige un petit peu. Si je peux voir l'outil texte, je vais entrer. J'ai fait une erreur en dérivant. J'ai fait une erreur en dérivant. Si je peux rentrer dedans, si je peux rentrer dedans, il ne me permet pas. Je suis obligé de l'effacer et de le recréer. Donc, il faut qu'il ne se trompe pas. On dit, donc je la retape. Il y a VD1. Bon, c'était bien correct. Je me reprends. Donc, c'est mon Thevenin équivalent, c'est R02. R02, c'est une tension de valeur R02 que va multiplier GM2 fois VD1 fois VD1 fois VD1. Donc, j'ai écrit deux fois la même chose, ça doit être correct. Donc,
R02 fois GM2 fois VD1, c'est la tension Thevenin équivalent de la conversion Thevenin équivalent, Norton équivalent, et le moins qui est là, effectivement, est converti en ayant une source où je mets un plus ici. Donc, effectivement, si vous le mettez, si vous le remplacez, cette source de tension, en fait, c'est bien ça, ça devrait être bien ça. Donc, et cette source de tension R02, GM2, VD1, et c'est ce que j'ai écrit ici, donc V out moins R02, GM2, VD1, qui est une chute de tension dans la résistance, moins R02 plus R01 fois ID1. Et là, vous constatez qu'il n'y a ici que des termes en ID1. Vous pouvez donc résoudre pour ID1. Vous pouvez donc trouver VD1 et quand vous le remplacez, ça vous donne pour cette branche ici une impédance qui est celle qui est écrite là, qui est donc R02 plus, R02 plus R01 plus l'équivalent de la résistance équivalente de cette source de tension. Parce que c'est une source de tension qui est fonction du courant qu'il y a dedans. Donc, on peut appeler ça aussi une résistance. Donc, GM2, R02, R01. Donc, si cette branche-là a une impédance GM2, R02, R01 plus R02 plus R01, cette branche est en parallèle avec cette branche qui a une impédance RSC. Et wow, on a maintenant la résistance de sortie. Et ce qui est intéressant de ça, c'est que ça va ressortir 2 ou 3 fois dans l'analyse. Et la transformation qu'on vient de faire là, ça va ressortir 2 ou 3 fois dans ce module de cours. Et si vous ne savez pas la faire, vous n'êtes pas capable de comprendre de où sortent les différentes équations qu'on va obtenir et qui sont essentielles pour analyser le cascode. Donc, je reviens ici. Donc, dans le cas où la source de courant est un transistor MOS simple, le RSC, ce serait son R0. Et donc, le RSC, si ceci est un transistor MOS simple, une source de courant MOS, donc la résistance de sortie RSC sera le R0 du transistor qui est utilisé comme une source de courant. On poursuit l'analyse. Et là, on dit, OK, faisons l'analyse du gain maintenant. Et donc, l'analyse du gain, on vous dit, ben voici la formule. Et là, je vous préviens, je ne vais pas m'amuser maintenant à le faire. Je vais vous montrer pourquoi. L'analyse, elle est faite ici. Toutes les étapes sont là. Et ça, c'est la version, je dirais, linéarisée de l'analyse. À savoir, une fois que vous avez tâtonné à l'intérieur des équations, que vous avez écrit peut-être 2 ou 3 fois plus d'équations que ça, et que vous vous retrouvez, vous vous démêlez dans vos équations, et vous ne mélangez pas dans votre algèbre, vous obtenez finalement la réponse qui est là, et cette réponse, c'est le gain qu'on vous donne là. Je dois vous dire que quand j'ai hérité du modèle de cours, on disait, ben, on vous donne ça en exercice. Démontrer que ce serait l'exercice probablement le plus difficile du cours ou un des exercices les plus difficiles de tout le cours. Donc, je suis un peu malhonnête personnellement. Donc, cet exercice, si vous voulez, les 2 dernières planches sont effectivement cette analyse. Puis en passant, pourquoi ça a l'air de ça, cette analyse? C'est que c'est le solutionnaire d'un ancien problème d'examen. Oui, je l'ai déjà donné en problème d'examen, et puis ça, c'est une copie qui était propre, pour lequel j'ai fait un copier-coller graphique de ce qu'un des étudiants avait écrit comme solution. Bien sûr, je l'avais fait au long tableau cette année-là. Donc, un peu laborieux, bien sûr, de faire ce genre de choses-là sur le médium où je suis présent. Mais c'est toute la solution, toute la dérivation est écrite aux 2 dernières planches. Donc, là, on a notre gain. Donc, le gain de tension est donné par
et observez encore une fois qu'on a ce terme en GMR02 qui ressort. Pourquoi? Ben, il ressort tout le temps de cette transformation entre de Norton équivalent à Thevenin équivalent, le Norton équivalent étant obtenu en remplaçant la source de courant par une source de tension appropriée, et puis en mettant la source de tension dans le sens que je l'ai mis, ça absorbe le moins. Parce que normalement, la source de courant pour ce courant-là devrait être à l'envers par rapport à ce que j'ai dessiné ici. Donc, normalement, quand on fait la conversion Norton équivalent à Thevenin équivalent, le plus de la source de tension, c'est le côté où le courant entre. Mais en inversant la source de tension, je peux essentiellement absorber le signe moins. Donc, c'est comme ça que ça se fait. C'est légal de le faire comme ça. Bien sûr, il ne faut pas se mélanger en route parce que soudainement, le gain n'a plus le bon signe ou vous allez vous retrouver avec un terme dans dérivation qui n'aura pas le bon signe. Donc, voici l'expression du gain. Et donc, le gain AV1, donc le gain AV1, le gain de tension de Q1, ça c'est le gain de tension de Q1. Ce gain est plus petit que celui obtenu par une configuration source commune charge capacitive en raison de la faible résistance perçue à Q2. Ben oui, vous injectez un courant ici dans quelque chose qui est une faible impédance, et la faible impédance, ben, c'est la source du transistor Q2. Donc, cette caractéristique contribue à améliorer la largeur de bande parce que essentiellement, vous ne voyez pas un grand gain. Le gain entre ces deux points est petit, typiquement de l'ordre de 1 ou moins. Donc, en fait, est-ce qu'il y a un gain? J'ai l'impression que le gain est toujours inférieur à 1, mais je n'ai pas la preuve de ça. Mais le gain est jamais grand entre D1 et G1, donc il n'y a pas d'effet de multiplication significative par effet Miller. En réalité, si je le regarde, j'ai R, j'ai ce, non, je ne peux pas le dire si le gain est, quoi la magnitude du gain, il faut vraiment remplacer par tous les paramètres pour le calculer, puis comme c'est fait d'une façon abstraite, analytique abstraite, je ne peux pas avoir une valeur numérique du gain ici, mais le gain n'est jamais grand. Et le gain positif, bien sûr. Hein? Et le gain de tension total du montage est donné par cette expression. Donc, c'est une autre expression du même genre. Et en réalité, si on la regarde, je pense bien que ça correspond à celle-là. VD1 sur Vin. Ah, ça, c'est le premier gain. Le deuxième gain, ça s'obtient de la même manière. Il faudrait se relancer dans une autre dérivation du même type qui n'est pas faite ici. Donc, je pourrais vous dire, je vous la laisse en exercice. Donc, elle n'est pas faite. Je ne me suis jamais battu pour la faire. Je fais confiance à Sidra et Smith. Donc, voici donc l'expression du gain global entre, est-ce que c'est VD1 sur VG1? C'est VD1 sur VG1, OK. Le suivant, j'y vais. Celui-là, c'est Vout sur VG1. Donc, c'est le gain Vout sur VG1. Et si je ne m'abuse, on ne fait pas la dérivation de cette expression dans le module du cours, mais ce serait une seconde analyse de la même complexité que celle qui est montrée, qui est faite aux deux dernières planches du module de cours pour obtenir cette expression. Donc, disons que essayer de se lancer là-dedans dans un problème d'examen, si on n'a pas la formule de gain de cascade, je pense qu'on ne s'en sort pas vivant. Donc, c'est pas quelque chose d'amusant à faire dans un examen final, puis je ne le demanderai pas. Donc, voici où on en est. Donc, je n'ai pas changé l'énoncé que le créateur de cette planche a fait. À ce point du cours, vous devriez être en mesure de retrouver aisément les équations données précédemment. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, et je vous le dis avec une pointe de sarcasme. Si vous devriez les retrouver aisément, ben je ne sais pas qui dans le cours mérite de passer le cours. Je ne sais pas si moi, je mérite de passer le cours. Si je devrais être capable de le faire aisément, puis je vous dis non. Ça, c'est
c'est une arnaque, là. C'est pas quelque chose de si facile que ça. C'est quand même assez laborieux. Pour moi, c'est un problème avec une étoile. Donc, je pourrais dire, là, personnellement, mon commentaire éditorial, c'est ha, ha, ha. Ça, c'est un problème avec une étoile. Vous pouvez le considérer comme un problème avec une étoile. Et un problème avec une étoile serait démontrer que, et si vous êtes capable de faire ça, vous avez vraiment dominé le cours. Merveilleux. Donc, vous pouvez le faire pour vous amuser. Je ne demanderai pas à l'examen final. C'est trop court, c'est trop long. Puis, c'est pas vraiment l'objet du cours. Donc, là, vous voyez donc que vous allez être capable d'obtenir un gain. Puis en passant, il y a quelque chose qui est amusant là-dedans. C'est pourquoi il y a des choses qui vont sortir là-dedans qui sont intéressantes. Vous voyez le produit R02, R01, R02, R01. Donc, quand vous faites un R0 au carré, donc c'est ça qui contribue à faire en sorte que vous avez un grand gain. Cette espèce de R0 carré qui multiplie un GM. Donc, au lieu d'avoir un gain en GMR, vous allez avoir un gain en GMR carré. Donc, RSC peut être une grande quantité, R02 est une grande quantité, et vous avez un terme en GMR carré qui peut vous donner un gain assez élevé pour ce montage. Et vous pouvez donc obtenir un gain élevé pour le montage tout en préservant une belle bande passante. On poursuit l'analyse. Donc, le gain total du VG sur V1, attendez un peu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, modèle vertical, d'accord, j'essaie de voir la différence. Puis VD1, VD2, le gain global. Et puis, bon, il y a toujours le même commentaire que je peux prendre comme un sarcasme. Bon, si, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, consultez votre professeur. Ah, ah, ah. Voilà. Donc, c'est ça. Et c'est pas moi qui a écrit ça. C'est le créateur de la planche qui voulait peut-être tirer la pipe aux étudiants, je ne sais pas. Donc, voilà. Et là, maintenant, ben, un exemple. Monsieur, faites un exemple pour qu'on puisse se préparer à l'examen, bien sûr. Donc, voici un exemple d'un problème où on vous donne ce montage qui est une configuration cascade. On vous donne un ensemble de paramètres, puis on vous dit, ben, amusez-vous, calculez. Donc, quelle est la tension VSC requise pour obtenir un courant de polarisation de 500 microampères? Quelle doit être la tension continue à l'entrée? Quelles sont les limites imposées par la polarisation? Déterminer le gain en tension totale du montage. Bien sûr, c'est une histoire d'utiliser la formule. Donc là, vous êtes dans un cas de figure comme ça, vous êtes justifié d'utiliser la formule. Ensuite, quelle est la fréquence de coupure du montage? Là, vous allez peut-être la trouver un peu costaude comme exemple. Donc, on va le faire doucement. Donc, les équations, ben, elles sont toutes faites au long. Donc, le IDQ, donc on a une expression K fois TGS moins VTH au carré. Et normalement, et là, le 500 microampères est une donnée du problème. Donc, une donnée du problème, on dit, vous voulez IDQ de 500 microampères, voici les paramètres du transistor qui vous sont donnés. Bon, ben, ça devient une simple substitution. Et cette simple substitution, observez que comme cette forme de l'équation, elle est inversible, donc on peut directement résoudre de façon analytique en VSQ avec ce terme. Donc l'expression qui vous le donne, elle est là, et ça s'obtient directement par une étape d'algèbre, une ou deux lignes d'algèbre à partir de cette expression-là. Ça vous donne ici donc le VSGQ3 va être égal à T3 plus la racine carrée de IDQ sur Q3. J'observe que c'est résolu ici pour VGSQ3. Je me retourne ici, VGSQ3. Observation, tous les transistors sont en série.
le courant qu'il y a dans un est égal au courant qu'il y a dans l'autre. Et pourquoi on a commencé par le transistor d'en haut? C'est qu'on dit, ben, il faut bien le polariser, ce circuit-là. Il y a 5 volts en haut. Il y a une certaine tension sur la grille. Donc, quel est le VGS entre ici et là? Quel est le VGS entre ici et là? Qui va vous donner ce courant dans le transistor d'en haut. Et c'était donc une mise en application directe de l'équation. Et donc là, on vient de trouver que ça nous prend un VGSQ3 de 1,7. Donc, si vous avez 1,7 entre les deux, ben ça vous prend 3,3 ici pour avoir 1,7 entre les deux. Donc, ça, c'était la première étape du problème. Deuxième étape du problème, quelle doit être la tension continue à l'entrée? Donc, évidemment, on veut que ça fonctionne correctement. On veut que tous nos transistors soient en mode saturé. Donc, on suit cette analyse de polarisation. Donc là, on peut la faire maintenant sur l'équation du courant de drain sur M1. Ben, c'est la même équation, hein, mais avec K1 cette fois-ci, en VGSQ1 sur VT1. L'équation est exactement la même. On peut le faire une deuxième fois et ça donne 1,7. Pourquoi? Probablement 1,5 plutôt que 1,7. Je présume que, qu'est-ce que j'ai comme différence entre les deux? J'ai un V, à regarder la différence, elle est ici. 0,5 et moins 0,7. Donc, c'est un PMOS, seuil négatif. Le seuil est de moins 0,7. Les deux NMOS, on a pris un seuil de 0,5. Puis, compte tenu du fait qu'il y a une différence de 200 millivolts sur le seuil, ben, quand on arrive pour résoudre ça, comme la norme de VT est directement dans l'équation, ben, ça donne 200 millivolts de différence sur le VGS requis. Donc là, on vient de trouver que Vin doit avoir une tension de repos de 1,5 volts que vous pourriez venir fabriquer avec un réseau résistif, par exemple des résistances de quelques mégohms avec le bon ratio qui partirait de votre VDD égale 5 volts. Donc, si on voulait le fabriquer, là, maintenant on sait quelle tension on devrait mettre là. Notez cependant que le VT est directement dans l'équation. Donc, toute fluctuation, toute variation paramétrique de VT va se retrouver comme une sensibilité du montage. Donc, on ne creuse pas, on ne va pas là, mais il devrait vous apparaître évident que si je vous dis qu'il y a des variations paramétriques importantes de VT, ce montage où il n'y a pas de résistance dans la source, ben, il n'est peut-être pas très, très stable en température puis en fonction des variations paramétriques. Mais disons, on pourrait laisser ça pour un autre cours et comme comme le trimestre s'est terminé, on va vous laisser ça pour vous amuser ailleurs. Donc, on ne le fait pas, mais c'est clair sur la base de ce qu'on a vu qu'il y aurait une problématique là que l'on laisse de côté pour considération future. Donc, comment on va faire ça maintenant là, il y a une condition sur M2, il y a une condition sur M3. Donc, ça, c'est les conditions que l'on pose par rapport au VGD. Donc, les conditions sur VGD pour être en saturation. Et là, ça vous permet d'arriver aux conditions que l'on doit avoir sur les différents drains. Donc, moi, celle dont je me rappelle tout le temps, c'est le bord de la transition entre triode et saturation, c'est VDS est égal à VGS moins VTH. Donc, si vous avez ça, ben, vous pouvez la manipuler, c'est la même chose. Hein? Donc, celle dont moi je me souviens, finalement, il y a une forme équivalente qui est directe, là. C'est V, donc la transition entre le mode triode et le mode saturé, c'est VDS est égal à VGS moins VT. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Bon, évidemment, c'est que VT est positif, négatif, c'est un N, c'est un P. Donc, le P, c'est négatif. Donc, il y a des normes partout pour éviter de s'en mêler les pinceaux. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
Et si vous avez quelle, quelle tension est votre source, donc la tension au drain va dépendre de la tension à la source. Donc, c'est une manipulation, une transposition de cette expression qui vous permet d'obtenir ces équations. En fait, on peut le regarder ici, là, et donc je ne vais pas prendre le temps de le faire au long, équation par équation, et vous devriez être capable de partir de cette relation, de tenir compte correctement du signe qui est négatif pour un transistor P. Donc, on dit, OK, prenez la valeur, puis là, on va y aller avec le signe par rapport à ça. Puis on dit donc que ça vous donne une valeur, le VD1 devrait rester en bas d'une certaine valeur. On peut faire la même chose pour le VD3 devrait rester en bas d'une certaine valeur. Le VD1 devrait rester au-dessus d'une certaine valeur. Et ça vous donne les deux tensions numériques que l'on peut résoudre. Donc ça, c'est essayer de trouver dans ces équations-là et de vous convaincre comment elles fonctionnent. Vous devriez être capable de les écrire. Maintenant, je pourrais essayer de le faire maintenant dans le module. Vous ne comprendrez pas plus. Essayez, regardez les équations et convainquez-vous qu'elles sont justes et que ça vous donne les conditions d'opération. Ça, c'est un exercice que je vous laisse. Si on poursuit, donc première condition sur M. Alors, là, maintenant, on arrive aux conditions sur M2. On a fait les conditions sur M3 et sur M1, qui étaient les conditions faciles. Là, maintenant, on fait celle sur M2. Donc, première condition sur M1, sur M2. Seconde condition sur M2. Donc là, on pose des conditions. On combine les conditions. Puis en combinant les conditions, on arrive finalement aux conditions que l'on doit respecter pour la tension de polarisation pour le deuxième transistor, qui devrait donc être au final plus petite que 4,5, plus grand que 1,5. Puis évidemment, toute cette analyse-là ne tient compte d'aucune variation sur VT2 ou VT1. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est que les 3 VT peuvent varier et que quand vous introduisez les variations des 3 VT là-dedans, ça peut devenir sportif de faire fonctionner ce montage-là. Il peut être fragile à faire opérer. Voilà. Donc, on poursuit l'analyse et maintenant, on peut calculer le R03, c'est un VA sur IDQ, mis dans l'application directe. On va chercher les données du problème, on se calcule le R03, on peut se calculer le R01, R02. Le IDQ est le même pour tous les transistors. On a notre relation classique GM est égal à racine carrée de 4KID. Une fois que j'ai le ID, que j'ai mes K, je peux calculer mes GM comme mon GM1. Ensuite, l'équation de gain, ben, on parachute l'équation de gain dans le problème. Donc, on peut avoir donc, le gain global du montage et donc on peut le calculer. Puis en en remplaçant par tous les paramètres qui sont disponibles, ça vous donne, je vous invite à refaire par vous-même les calculs pour, comme façon de voir que vous seriez en mesure de faire ce genre de calcul-là dans un examen. Donc, vous obtenez maintenant le gain global du montage. Équation du gain, là, on nous dit AV est égal à moins. Oui, c'est normal parce que effectivement, ça se comporte comme un montage source commune. Si on retourne au fondamental, ça doit être ça. Quand la tension monte ici, le courant va monter. Et si donc, je vais prendre le faire avec une plume, là, si la tension monte, le courant I va monter. Et si le courant I monte, ce courant I injecté dans une résistance va forcément faire un V-out qui va descendre. Donc, montante implique descendante, donc gain négatif. On a bien et bien un gain négatif qui est donné par la formule, ça va bien.
C'est une espèce de vérification que je viens de faire. Et donc là, on vous dit RSC, donc du montage. Toute l'analyse était faite en supposant un RSC. Donc on retourne au montage de où vient l'analyse. Et il n'y a pas de surprise là-dedans. Dans l'analyse de départ, on avait un RSC. Et le RSC qui était là, ça pouvait être une source de courant. Et la source de courant étant, dans ce cas-ci, le transistor 3. Ce qu'on va avoir comme valeur de RSC, c'est R03. C'est sûr que l'exemple vous dit ici. Donc, j'ai maintenant mon impédance de sortie R0, RSC est égal à R03. Je remplace numériquement. J'obtiens mon gain de moins 75 volts par volt, donc moins 74,5. Donc, c'est quand même un gain assez élevé. Et là, faites maintenant l'analyse de la réponse fréquentielle. Bon, non, on n'a pas avant ce point-ci la formule de la réponse fréquentielle et comment trouver la réponse, les différents pôles. Ben, on retourne au fondamental, on écrit notre modèle petit signal pour le montage et on cherche les pôles. Donc, il est clair dans ce montage que la combinaison de RSIG CGS1 est un pôle, donc c'est un passe-bas. Il y a un autre passe-bas qui va apparaître au niveau de CGS2 R01. Puis finalement, il y a un troisième passe-bas qui va apparaître quand on va combiner CGD2, CGD3 avec le Rout de la branche. Donc, nos trois pôles sont là. Si vous ne savez pas voir, visualiser où sont les pôles, vous ne serez pas capable de faire la suite du problème. Donc, où sont les pôles? Un pôle, c'est un condensateur qui est chargé par une résistance, et ça donne une fréquence de coupure haute. Donc, une résistance qui essaie d'attaquer un condensateur, une résistance de sortie avec un condensateur en parallèle. Donc, ça va vous donner une autre fréquence de coupure. Mais là, il faut bien sûr tenir compte de la résistance de sortie de la branche au complet. Et puis, un troisième terme qui va sortir au niveau de CGS2. Et là, ben, en passant ici, on a besoin d'un autre terme, le AV1, le premier gain. Si vous vous rappelez dans les formules où c'était, donc il y avait une étape dans les formules où on avait trouvé le AV1. Ça, c'est le gain global. La planche avant, c'est le AV1. C'était le gain entre le nœud intermédiaire, qui est le drain transistor 1 et la grille. Donc, on a dit que ce gain, on s'attendait à ce qu'il ne soit pas très élevé. Donc, si on retourne au bon endroit dans l'analyse, donc ce gain, ben, maintenant on le calcule. Pourquoi on le calcule? Parce qu'on veut calculer le facteur multiplicatif de CGD1, parce que c'est un de nos pôles. Donc, si on n'a pas ce CGD1 corrigé, on n'est pas capable de faire le calcul. Donc, on calcule notre gain AV1, on a une formule qui nous a été donnée, on la met en application, et vous voyez le gain qui est calculé avec 3 chiffres significatifs, ou 4 chiffres, 3 après le point, donc 4 en tout, c'est beaucoup. Mais, disons, vous avez ce gain qui est inférieur, qui est négatif, pardon, et qui est autour de 1, ce qui était attendu. Donc, en remplaçant par toutes les valeurs à l'intérieur de la formule qui vient de la planche précédente. Donc, personne ne va voir ça à la volée. Je ne me souviens pas d'une équation comme ça. C'est le genre d'équation qui, normalement, il faudrait l'avoir sur notre feuille ou il faudrait l'avoir carrément dans la donnée d'un problème d'examen. Donc, avec cette équation de gain, vous pouvez maintenant calculer le gain qui est de moins 1,359. Et avec ça, regardez que dans cette analyse, on fait cette analyse maintenant avec le gain corrigé. Le gain corrigé, c'est avec le racine de 2. Pourquoi?
c'est qu'à la fréquence de coupure, le, la valeur effective du gain est atténuée par un facteur de 0,707 ou divisé par 1,414, donc qui est votre racine carrée de 2. Donc, on peut maintenant calculer le gain corrigé. Donc, et avec le gain corrigé, vous pouvez trouver le facteur multiplicatif. La donnée du problème, elle était autour de 1 picofarad. Donc, vous avez 1 picofarad et vous avez 1,359 divisé par 1,414. Donc, sans surprise, ça sort autour de 980. Là, bien sûr, il faut avoir la formule qui vient du module de cours sur l'effet Miller, où vous avez la valeur du condensateur multipliée par 1 moins le gain entre les deux points, le gain effectif, qui est le gain à mi-bande divisé par la racine carrée de 2. Donc, ce gain était autour de 1. Puis, c'est vraiment 1 moins. Donc, un petit peu. Là, c'est intéressant. Donc, il y a 1 moins, il met moins moins. Donc, vous avez ce moins et ce moins qui vont s'annuler. Donc, avec les deux moins ensemble, donc ça va être positif. Donc, ça ne va pas donner un CG de 0. Regarde, je vais retourner en arrière un peu pour voir comment c'est fait. Quelle était la valeur qu'on vous avait donnée de CGD? La valeur de CGD qu'on a donnée dans le problème. La valeur de CGD. On avait donné une valeur de CGD de 0,5 picofarad. Donc, avec une valeur de CGD de 0,5 picofarad, la valeur qui sort là correspondrait au cas de figure où le rapport qui est là est à peu près égal à 1. Donc, si c'est à peu près égal à 1, donc ça va donner comme 2 fois CGD et ça tourne autour donc de 1 picofarad. Et puis que vous fassiez 1,359 sur racine de 2 ou racine de 2 sur 1,359, ça sort à peu près égal à 1 dans les deux cas. Donc, les deux valeurs de capacité corrigée sont autour de 1 picofarad. Et là, maintenant, on a ce qu'il faut pour se lancer à écrire les trois fréquences de coupure. Donc, la première fréquence de coupure, elle est là. On a calculé la valeur du gain. Et là, on se met, quelle est la charge que l'on voit? Bien, la charge que l'on voit, c'est CGS1 plus CG1M1. Puis là, en passant, je peux argumenter là, parce que vous pourriez poser la question, est-ce que D1 est à la masse? D1 n'est pas vraiment à la masse. Je pourrais questionner personnellement, il n'y a aucune dérivation de ça, hein. Il n'y a aucune formule qui est faite. Personnellement, je ne suis pas... En fait, ouais, oui, c'est vrai, ça marche. Ça marche. Si j'ai pris CGD1 et que je ne suis pas capable de l'analyser directement, et si je le remplace par sa valeur rapportée à l'entrée, c'est donc une valeur de condensateur entre l'entrée et la masse. Et là, oui, j'ai le droit d'écrire ça. Donc, directement, je n'étais pas capable de le voir, mais ça me prend vraiment CGD1M1, la valeur corrigée rapportée à la masse. Là, j'ai donc mes deux condensateurs qui s'ajoutent l'un à l'autre, qui se combinent à la résistance R sigle. Et ça, c'est évidemment, c'est une pulsation. En fait, c'est une constante de temps. Et donc, vous avez toujours, il ne faut jamais oublier que oméga est égal à 2πf. Donc, 2πf. Et ça, c'est égal à 1 sur tau. Donc, vous aurez tout oublié. Rappelez-vous de ça. Ça vient de votre cours de circuit. Donc, 1 sur la constante de temps du RC, c'est la pulsation. La pulsation est égale à 2πf. Donc, si vous manipulez ça de façon directe, la fréquence de coupure, ça devrait être 1 sur T. Vous avez donc, et vous l'avez, en fait, je me demandais pourquoi, là, et observez le petit moins 1 qui est ici, c'est 1 sur.
1 sur. Donc, c'est essentiellement cette équation-là. Donc, le F, c'est 1 sur taux fois 2pi. Et donc, le 2pi est là. Puis le taux, c'est quoi? Ben, c'est R sig fois la somme des capacités. Donc là, maintenant, on peut calculer la première fréquence de coupure. On s'amuse toujours à mettre beaucoup de décimales juste pour rigoler. Mais en réalité, moi, je pense que ça aurait été suffisant largement dans le problème. Puis même 80 MHz, ça aurait été une bonne réponse pour moi, là. Mais, donc, en remplaçant par les données du problème, ce pôle est à 80 MHz. Le deuxième est un peu plus difficile à voir. Donc, si on veut voir ça, qu'est-ce qu'on va voir? Quoi comme quel est le pôle qui correspond à CGS2? Bien, le pôle qui correspond à CGS2, là, il faut que je vois qu'est-ce que j'ai ici qui est en parallèle avec ce que j'ai là. Donc, on va écrire par inspection. Il faut le voir, hein? Pas évident. Donc, R01 en parallèle avec R02 plus RL3 en parallèle avec RL en parallèle avec R03. Regardez ce qui est écrit ici, là. Donc, R02 plus RL en parallèle avec R03. Là, le bout qui est pas évident, cette équation-là, elle est nulle part. Ça, c'est pas démontré. Cette équation-là n'est démontrée nulle part. C'est un peu comme la boutade de tantôt. On peut facilement montrer que. Donc, il faudrait trouver l'impédance que l'on voit de ce nœud. Donc, c'est une autre équation à résoudre. Pourquoi ça sort en 1? Pourquoi le 1 plus GM2R02? Je ne le vois pas, personnellement. Il faudrait dériver l'équation, et cette équation-là, à ma connaissance, elle n'est nulle part dans le module de cours. Moins sauf erreur, là. Je vais retourner en arrière pour vous voyez. L'erreur est humaine. Donc, je m'en vais ici. Cette impédance-là n'est pas disponible. Cette impédance-là n'est pas disponible. Cette impédance-là n'est pas disponible. Donc, c'est un calcul qui est semblable à ce calcul qu'il faut faire, mais qui n'est fait un calcul, une dérivation analytique, mais qui n'est fait nulle part dans le module de cours. Donc, on peut vous dire, bon, ben, à ce stade dans le cours, vous devriez être capable de montrer que qui est un R01 en parallèle avec, c'est OK, mais comment on va voir quelle est l'impédance vue de ce point et qu'il faille diviser le R02 plus RL en parallèle avec R03. Je ne suis pas capable de le visualiser directement. Ça s'écrit probablement en 2 lignes et donc voici comment ça sort. Et le condensateur qui va jouer ici, c'est quoi? Ben, c'est le CGD1M2 qui a été ramené en sortie, qui se combine à CGS2, qui vous donne une deuxième fréquence de coupure. Et finalement, où est la fréquence de coupure dominante? La troisième, la fréquence de coupure dominante. Je vais faire du ménage. On ne voit plus rien. Je fais du ménage. Je fais du ménage pour voir la troisième fréquence de coupure. Ben, ça va venir de CGD2, CGD3. Donc, la constante de temps qui m'intéresse. La constante de temps qui m'intéresse, c'est donc dépend de CGD2 plus CGD3, la combinaison des deux condensateurs, qui va se combiner avec la résistance de sortie de cette branche. Et celle-là, on l'a, non seulement on vous l'a donnée, mais je l'ai essentiellement dérivée en discutant. Donc, c'était, si je peux converger, c'est l'expression qui est ici. C'est cette expression-là qui est ici, R01 plus R02 plus GM R01 R02. C'est cette expression-là qui ressort ici à l'intérieur. Donc, R01 plus R02 plus GM R01 R02, qui est essentiellement l'impédance de cette branche vue à ce point. C'est donc l'impédance de sortie. Donc, cette impédance de sortie est en parallèle avec RL qui est en parallèle avec R03,
qui se combine avec CGD2 plus CGD3 pour faire une constante de temps. Et donc, cette constante de temps devient entre le nœud de sortie et c'est directement entre le nœud de sortie et la masse. Donc, oui, c'est bien ça. Et donc, ça vous donne la constante de temps parce que, oui, je vais prendre le temps de bout qui m'accrochait là. Et si je m'en vais ici, le CGD, la grille du deuxième transistor est à la masse. C'est une grille commune. Et comme il est grille commune, il n'y a pas de multiplication par le gain du montage parce que il n'y a donc pas de multiplication. Ça, c'est extrêmement important là. Il n'y a pas de multiplication de la valeur de CGD2 par, par le gain du montage parce que ce transistor, ce CGD2, il est entre ce point, il est entre la grille de 2 et ce point. Donc, si je m'en vais entre la grille de 2 et ce point, et la grille de 2 étant à la masse, ben, CGD2 devient directement replié à la masse. Donc là, je vous ai montré où est le CGD, et comme il est entre la masse et là, ben, on peut dire je l'ai mis là où il doit, et il n'y a pas de multiplication par effet Miller, et ça nous donne cette valeur, donc CGD2 plus CGD3 multiplié par l'impédance de sortie de la branche, on a obtenu la formule taux qui est en parallèle avec RL et qui est en parallèle avec R03. Ça nous donne notre constante de temps, qui est ici, et avec notre constante de temps qui est ici, la formule, elle est là. Donc, F est égal à 1 sur 2 pi taux. Donc, le 1 sur, dans cette équation-là, il est ici, le moins 1. Donc, c'est 1 sur, le 2 pi est là, puis le taux il est exprimé là, et c'est la constante de temps de l'assemblage. Et là, ça sort avec une fréquence de coupure de 2.126. Et là, on peut mettre en application la formule qui vous était donnée. Dans le cas, la fréquence de coupure, elle est dominante. On aurait pu prendre directement FCH3, mais on peut prendre aussi la formule pour combiner des fréquences de coupure. En fait, ce qu'on a fait, il y a une incohérence que je vois dans la création du module. On a mis ici en application le cas de figure où il n'y a pas de fréquence de coupure dominante. On est venu calculer un terme de correction et vous voyez que le terme de correction introduit par les deux autres fréquences de coupure, la dominante est à 2.126 et cette expression permet de calculer une correction et cette correction vous amène avec une fréquence de coupure qui est de 2.06. Donc, effectivement, c'est pratiquement la même réponse que tantôt. Et c'est donc la moyenne entre la fréquence de coupure dominante, le calcul de la mise en parallèle des trois fréquences de coupure comme si c'était des résistances, puis on fait la moyenne entre les deux. C'est donc une mise en application concrète de la méthode heuristique pour combiner des fréquences de coupure. Et vous voyez bien sûr le résultat. S'il y avait une fréquence de coupure qui était dominante, ben, le résultat est une petite correction qui ne change pas grand-chose. Donc voilà. Et je pense que ça termine le problème. Et ça nous amène finalement à ce que je vous donne comme exemple de dérivation. Et comme je vous dis, en passant, donc à la volée, je ne vais pas faire du sarcasme, là, cette équation-là n'est démontrée nulle part dans le module. Pourquoi la résistance qu'il faut prendre vue de la branche, pourquoi c'est divisé par 1 plus GM2R02, il faut le dériver, il faut le prouver. Et cette preuve n'est pas dans le module de cours. L'équation est tout simplement parachutée ici.
est bon, peut-être bonne à garder dans votre manche si jamais vous avez à faire une analyse comme celle-là. Disons que je pense que vous demandez de faire ça à l'examen final sans vous donner l'équation, encore une fois, ça serait très en bas de la ceinture, donc je promets que je ne le ferai pas. Donc, ça termine ce que j'avais à vous raconter dans ce module de cours qui est déjà assez costaud. Ça fait plus d'une heure que je parle. Donc, je m'arrête là-dessus. Donc, ben, bonne étude avec ça. Puis c'est essentiellement, c'est un peu comme la symphonie dans ce cours où on a rassemblé tout un paquet de notions qu'on a vues à propos des amplificateurs avec des transistors, analyse d'impédance de sortie et toute l'analyse sur les MOS combinée avec l'analyse fréquentielle dans tous ces méandres. Donc, merci de votre attention.